Eh bien, je suis heureuse, au nom de l'IREMO, de vous accueillir autour de Habib Kazagli, que je ne connais que de fraîche date, 1972, du temps où il était un adolescent et où j'étais un jeune professeur. Voilà, un élève de première qui était un élève d'une classe particulièrement dynamique et stimulante pour le jeune professeur que j'étais. Voilà. Donc, Habib Kazagli a fait beaucoup de chemin depuis ça, depuis l'époque où, enfant d'un ouvrier d'Hammamet, hein, il a, grâce à il a su tirer profit de l'ouverture intellectuelle qu'ont été les 15-20 années qui ont suivi l'indépendance de la Tunisie et qui ont permis à des jeunes comme lui de faire de brillantes études et d'être aujourd'hui l'élite intellectuelle de la Tunisie. Alors, Habib a été professeur de lycée, puis professeur de faculté, et il a fait toutes ses recherches en histoire contemporaine, d'abord sur le mouvement communiste tunisien de 1919 à 1943, etc. Il était aussi militant, tu étais militante du Parti communiste à cette époque-là. Et tu l'es toujours. Hein, ça ne s'appelle plus le Parti communiste. Mais c'est toujours lui. Il a fait des études sur le mouvement national tunisien, sur les mouvements des femmes, sur les communautés minoritaires de Tunisie, la grande communauté juive et les communautés moins nombreuses qu'ont été les communautés grecques, russes et maltaises. Et italiennes aussi. Hein. Voilà. Donc, nous avons eu des Arméniens. Ah oui, c'est vrai, on a eu aussi des Arméniens. Mais c'est vrai qu'il est peu connu que la Tunisie a été une terre très multiculturelle et que quelquefois, quand on y vit depuis qu'elle ne l'est plus, on est un petit peu étouffé par le monolithisme qui sévit, parce que le monolithisme, où que ce soit, le monolithisme culturel, religieux, ethnique, on n'ose pas dire, c'est tellement absurde, c'est parfois étouffant. Hein. C'est étouffant. Alors, la révolution a été une bouffée d'oxygène pour nous tous, et Habib en particulier. Ça a comblé les espoirs du progressiste et du militant qu'il a toujours été, mais il a été aussi à la tête, il a dû être à la tête, étant donné les événements, du mouvement de la société tunisienne pour empêcher la captation. Exactement comme on capte un héritage. Hein. Les islamistes tunisiens ont voulu capter une religion dans laquelle ils n'étaient pour rien. Hein, la révolution telle qu'elle s'est faite en Tunisie n'a pas été le produit de la résistance réelle des islamistes à la dictature de Ben Ali. Hein. Mais telle qu'elle s'est produite, ils n'y étaient pour rien. Ils ont voulu la capter et ils ont voulu... comble de l'absurdité, islamiser un pays qui était aussi musulman qu'on pouvait le penser à cette époque-là. Ils ont voulu salafiser ce pays, plus que le... Hein. Et donc, ils se sont attaqués à tous les points de résistance, et un des points de résistance a été la faculté des lettres de la Manouba, dont Habib Kazagli avait été élu doyen au printemps 2011. Juin 2011. Hein, voilà. Donc là, ça a été toute cette épopée de la résistance de la faculté de lettres de la Manouba avec Habib Kazagli à sa tête contre des islamistes qui en avaient fait un point d'entrée dans la société tunisienne et là où la société tunisienne leur résistait le plus. Point d'entrée. Alors, la résistance dont vous pouvez trouver les chroniques dans ce petit livre qui est bientôt épuisé, dont il y a quelques exemplaires ici, Chroniques du Manoubistan, écrit par Habib Mellak. Alors c'est l'autre Habib, alors c'est les frères jumeaux, hein. Habib Kazagli en histoire et Habib Mellak en lettres. Et Habib Mellak a écrit au jour le jour les chroniques de cette résistance sur un ton extrêmement voltairien, très amusant, très sympathique. Hein. Il a su mettre dans cette résistance acharnée beaucoup d'humour. Et donc, après toutes sortes de péripéties où Habib Kazagli a été physiquement attaqué, moi je l'ai vu au soir d'une de ces attaques, il était un peu...
et ça a été vraiment très, très violent. Et puis, il y a eu toute cette manipulation judiciaire contre lui, je ne rentre pas dans les détails, mais qui a duré quand même 2 ans et qui a fait qu'il y a eu une mobilisation universitaire, dont quelques membres sont là, en France et puis ailleurs dans le monde. Beaucoup d'universitaires se sont levés pour défendre les valeurs universitaires qui étaient attaquées de plein fouet en Tunisie. Et après 2 ans difficiles, Habib Kazagli a été acquitté en juin 2014 par un tribunal tunisien enfin non manipulé. Voilà. Alors, aujourd'hui, Habib Kazagli va nous faire le point de la situation politique, aussi bien à l'université que dans l'ensemble de la société tunisienne, sous ses différents aspects. Il va parler une vingtaine de minutes et vous pourrez donc ensuite avoir très largement le temps de débattre avec lui. Voilà. La parole est à toi. Merci, chère Monique, mais aussi cher professeur, parce que mais on doit toujours quelque chose à ses professeurs, même. Mais effectivement, je fais partie de cette génération qui a profité de la modernité tunisienne, laquelle, c'est au lendemain de l'indépendance, puisque le pays ne s'est pas seulement libéré du colonialisme, mais il y avait un projet d'un pays moderne. Donc il y avait cette idée-là. On peut ne pas partager Bourguiba, je n'ai jamais appartenu à son parti, mais je dirais que j'ai toujours respecté. Pas un hasard, je m'appelle Habib, donc né en 55, donc c'est toute une génération dont les parents vouaient une admiration pour Bourguiba, et je m'insère dans cette continuité, même si évidemment je fais partie d'une génération qui voulait à la fois la modernité, mais aussi de la démocratie. Et hélas, la démocratie, on peut dire ce qui va se passer, ou bien ce que représente pour la Tunisie, dans l'histoire de la Tunisie, ce moment ouvert le 14 janvier 2011 et qui dure jusqu'à maintenant, contrairement à certains qui disent que la parenthèse s'est refermée. Non, je pense que c'est encore un mouvement, c'est un moment de l'histoire du pays, c'est une chance qui s'est offerte à la Tunisie de faire le lien entre la modernité et la démocratie. Évidemment, je suis en France et je peux dire aisément, vous savez que la Révolution française a ouvert, c'est-à-dire un pan de l'histoire, mais qui a continué bien des décennies et même des siècles par la suite pour ancrer les valeurs prônées par la Révolution française. Donc, pour l'université, je ne vais pas vraiment, je vais dire que la situation est encore, c'est-à-dire en difficulté, puisque je ne vais pas... Non, je ne vais pas parler de ça. Non. Je vais dire, c'est-à-dire que c'est le symbole de l'aggravation de la situation, c'est le nombre de diplômés chômeurs. C'est-à-dire, si on compare la Tunisie au lendemain de l'indépendance, où l'essentiel des étudiants étaient à Paris, où il y avait vraiment très peu il n'y avait presque pas au contraire, on cherchait des coopérants, on cherchait des gens pour participer à la formation de la jeunesse. Aujourd'hui, à la fois, c'est une source de fierté, mais en même temps, ça pose un problème. Lorsque dans un pays comme la Tunisie, aujourd'hui, après 5 ans après la Révolution, il y a 650 000 chômeurs pour un pays qui n'en compte que sa population active, elle est de 3 500 000. Donc, le nombre total de la population, c'est 11 millions. Donc, 650 000, c'est un chiffre important. Donc, ça représente 15% de la population active. Mais aussi, ce qui est encore plus grave, c'est que sur les 650 000, il y a 242 000 qu'on appelle chômeurs diplômés. C'est des gens qui ont au moins la licence. Et
comparer 60 ans plus tard, plus tôt, où il y avait, c'est-à-dire on avait besoin de ces de formateurs, ou bien de ces jeunes cadres. Aujourd'hui, le chiffre fait peur. Et évidemment, lorsque vous formez des gens à l'université et vous leur donnez des diplômes, au bout de, et vous n'arrivez pas à leur fournir de l'emploi, c'est une bombe dangereuse, bombe à retardement, parce que ces jeunes-là n'ont pas eu une formation autre, manuelle, etc. Ils ont été laissés pendant des années à l'université avec des diplômes. Et évidemment, le fait, dans un pays économiquement en crise, depuis quelques années, le taux de croissance n'a pas dépassé 1%, et on estime que pour pouvoir 1% de croissance donnerait lieu à entre 15 000 et 17 000 emplois. Donc vous imaginez donc, quel est le rythme de croissance ou la vitesse de croissance auquel devrait parvenir la Tunisie pour pouvoir donner de l'emploi à un moment où les investissements baissent, c'est-à-dire pratiquement les investissements privés, notamment, et aussi certaines activités sont pratiquement au ralenti, et en même temps, je dirais, des fois s'arrêtent, notamment le tourisme qui formait 400 000 emplois directs, avec tout ce qui englobe c'est-à-dire d'activités indirectes. Donc, pour dire que la situation économique, évidemment, là, c'est pourquoi on m'avait posé la question, y a-t-il lieu d'espérer encore, 5 ans après? Je dis oui, parce que malgré ces phénomènes-là qui accompagnent ces situations difficiles, mais il faut regarder le plus important, c'est-à-dire que si on voit l'environnement régional, pratiquement ça a échoué partout. Ça a échoué partout. L'Égypte a été sauvée grâce à un coup d'État militaire. Évidemment, sinon, la Syrie, je n'ai pas besoin de faire de dessin, le Yémen, la Libye, toute proche, qui devient un grand danger pour la Tunisie, puisque il ne s'agit plus d'attentats. Et il faut dire que depuis les élections d'octobre 2014 et le deuxième tour décembre 2014, le nombre d'attentats s'est amplifié. Évidemment, il y avait des attentats, il y avait des éminents personnalités politiques et des droits de l'homme qui ont été assassinés, Chokr Belaïd, Brahmi, des soldats, etc. Mais ce qu'on constate, si on regarde la courbe, c'est que les attentats ont pris des formes plus violentes depuis ces dates-là. Le Bardo au mois de mars 2015, Sousse juin 2015, les gardes présidentielles novembre 2015, mais il y a eu un tournant, c'est le 7 mars dernier à Ben Guerdane. Pourquoi c'est un tournant? Parce que les autres coups, même s'ils sont amplifiés, ils ont touché des secteurs importants de l'économie, le tourisme notamment, ou bien la garde présidentielle, mais cette fois-ci, il y avait une tentative d'occupation du pays. C'est-à-dire que c'est semblable à la région, ou bien ce qu'on a voulu faire pendant longtemps sur la frontière tuniso-algérienne, qui n'a pas, il y a encore sur les montagnes, mais on espérait en faire un Waziristan, donc c'est la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, pour faire une zone, mais ce qui n'a pas été fait sur la frontière tuniso-algérienne, ça a été tenté le 7 mars avec Ben Guerdane, qui est à 20 km du principal point frontalier, qui est Ras Jdir. Donc il y avait une tentative délibérée d'imaginer que l'économie de la contrebande, ou bien de cette économie marchande qui se faisait entre la Libye et la Tunisie, pouvait donner, ou bien être le lit pour un groupe de personnes qui pouvaient soutenir
ce nouvel État de Daesh, parce que c'est clair que ça a été réclamé par Daesh. Et pour dire, c'est pour cela que je dis, il y a toujours lieu d'espérer, ou bien que la Tunisie, c'est-à-dire l'a montré encore une fois le 7 mars dernier, une capacité de résistance, même dans les endroits où certains pouvaient avoir des doutes. Est-ce que ça pouvait tenir à Ben Guerdane, puisque tout est lié, toute l'économie est liée avec l'extérieur. Et rappelez-vous, vous savez que le principal point ouest de l'avance de l'État islamique en Libye, c'est Sabrata, qui ne fait que 55 km de Ras el-Jdir. Donc nous sommes à une heure de route sur une frontière, comme vous le savez, qui fait 550 km. Et que ces 500 km, il y a eu plusieurs tentatives disons, de l'isoler avec un truc en fossé, mais tout ça, c'est-à-dire c'est pas évident si on ne l'accompagne pas d'un contrôle, c'est-à-dire, comment on appelle ça, au niveau militaire. Donc il y a tout un contrôle, et avec des drones qui doivent faire le va-et-vient sur 550 km en plein désert. Donc pour dire que les événements, je partirai des événements récents qui sont très graves et qui montrent qu'il y a un acharnement, et au fur et à mesure que la Tunisie réussisse, que l'acharnement devient plus important. C'est ça, dans un environnement, je dirais, tout de moins hostile, il faut dire, parce que je ne vois aucun pays de la région se réjouir de cette évolution des choses en Tunisie. Certains me disent l'Algérie. L'Algérie, oui, joue un rôle important pour que la Tunisie garde sa stabilité, mais à un certain point, c'est-à-dire qu'elle ne devienne pas surtout un modèle à suivre. Donc c'est évidemment, l'Algérie ne veut pas que la Tunisie se déstabilise, parce que ça deviendrait un danger réel pour l'Algérie, qui en a connu bien des moments difficiles durant toutes les 2 dernières décennies. Mais je dirais, pour la Libye, il y a tellement de forces contradictoires que, évidemment, le danger est clair de la Libye, de l'environnement général, aussi bien d'Égypte, du Soudan, des pays du Golfe. Évidemment, chacun a sa stratégie pour la Tunisie, mais évidemment, chacun voudrait utiliser la Tunisie peut-être un point contre, peut-être, je ne sais pas, les stratèges disent contre l'Algérie, parce que il y a des rivalités au niveau de la puissance pétrolière, etc. Mais en tout cas, dans la région, ce qui se passe en Tunisie depuis 2011 n'attire pas beaucoup d'intérêt, et ne risque pas, il ne faut pas s'y attendre. Donc le principal intérêt pour cette jeune démocratie, et il s'agit bien d'une jeune démocratie, parce que les échéances qu'on a vues, même dans la douleur, il y a eu des résultats. Une assemblée constituante, même si on s'attendait que la constitution devrait avoir lieu au bout d'une année, elle n'a eu qu'au bout de 3 ans. Mais dans la douleur, il y a eu quand même une constitution qui a, c'est-à-dire que, disons, comme tout texte fondamental, n'a de sens que lorsqu'il est mis en pratique par un ensemble de lois qui sont estimées à peu près à 44 lois de concrétisation. Donc une révision de cette loi fondamentale impose des révisions d'autres lois pour la mise en place de la démocratie. Évidemment, nous sommes loin c'est-à-dire le mandat ne suffira pas, ce mandat-là jusqu'à 2019 ne suffira pas pour mettre en place, mais il y a cette volonté, ou bien le sens de la démarche aujourd'hui, c'est d'en arriver à concrétiser sur le terrain toutes les valeurs qui ont été annoncées par la Constitution. Mais l'autre importance,
il ne faut pas oublier qu'avant 2014, il y avait sur la place des forces qui sont élues. On peut pas. L'islam politique a été élu par des électeurs, par une partie des Tunisiens, peut-être voulant s'éloigner au plus de l'ancien régime. Donc, ils ont voté à la force la plus, qu'ils croyaient plus, la plus opposée. Mais nous avons eu, d'une part, cette force, l'islam politique ne croyait pas à une constitution laïque ou constitution civile, mais il a fallu du temps, il a fallu de la pression de la rue pour qu'il lâche le mot, enfin pour dire qu'il abandonne la demande de la charia. Parce que depuis 2011-2012, donc la demande, ou bien c'est-à-dire ce que voulait le mouvement politique de l'islam politique Nahda, c'est en faire référence à la charia. Donc la constitution de janvier 2014, c'est-à-dire elle a donné raison à une autre, c'est-à-dire à continuer ce qui a été engagé dans la constitution de 1959. C'est donc un État moderne évidemment, qui ne rompt pas avec le référent culturel arabo-musulman, mais en même temps lui donne un caractère juridique positif. Donc c'est la première importance, c'est cette constitution qui constitue à bien des égards une évolution dans l'histoire et la référence, c'est-à-dire pour tous ceux qui... Parce qu'une partie de la revendication de l'islam politique, c'est qu'ils sont là pour protéger l'islam. Donc aujourd'hui, la liberté, aussi bien la liberté religieuse que la liberté de conscience, qui sont clairs dans l'article 6, c'est à l'État, c'est à la Constitution de les défendre. Il n'appartient à aucun parti de s'en revendiquer pour le faire. Donc ce n'est pas l'apanage d'aucun parti, même si c'est réclamant de l'islam, mais c'est le rôle de l'État de le faire. Et je pense que c'est d'où l'importance. Donc sur ce chemin, la révolution tunisienne donc, a donné... c'est-à-dire c'est concrétisé par cette constitution. Deuxième élément important, c'est qu'il y a eu quand même, qu'on le veuille ou non, une alternance au niveau du pouvoir politique par le système démocratique, par des élections. Évidemment, les élections ont donné lieu à une réalité mitigée, notamment au niveau des résultats des élections législatives, puisque le parti qui a gagné n'a pas su convaincre parce qu'il n'a pas eu la majorité, il n'a eu que 86 sièges, et le parti qui est censé être, disons, évacué du pouvoir, il est resté quand même le deuxième parti, avec 69 sièges. Donc ça a donné une situation, un résultat qu'il faut respecter et qui a donné lieu à une forme de coexistence. Il fallait, est-ce que certains posent la question ou bien s'interrogent pourquoi le parti qui avait basé toute sa campagne électorale pour éliminer les islamistes du pouvoir, évidemment, lorsqu'il n'a pas pu le faire, donc il avait proposé cette formule de faire une coexistence entre 4 partis qui avaient accepté de continuer la marche avec le parti qui a réussi. Mais pour réussir une telle entreprise, on avait trouvé la solution de mettre un chef de gouvernement, un président de gouvernement, qui soit de l'administration, qui n'appartenant pas au parti vainqueur. Parce que l'idée, c'était de la peur qu'on accuse le nouveau, c'est-à-dire le régime issu des élections, comme appartenant au passé, c'est-à-dire avec l'ensemble de la présidence de la République, la présidence du gouvernement, et la présidence de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire avec des présidents appartenant au même parti politique. Donc c'est une expérience nouvelle, c'est-à-dire que ça montre que si on compare à celle de la période aujourd'hui, même les politistes ou bien les historiens disent la période de la Troïka, la période dirigée par l'islam politique. Donc il y a une comparaison à faire et je pense, même si les résultats ne sont, c'est-à-dire
tarde à venir, mais il y a un engagement réel dans une volonté de mettre sur place des institutions démocratiques, mais évidemment dans un climat de difficulté, tout d'abord par le terrorisme, que je vous ai dit, qui a pris des formes nouvelles avec cette tentative de s'installer donc, sur une partie du pays. Et deuxième élément de cette crise, c'est les retombées ou bien le prolongement des difficultés sociales et économiques. Il y a deux éléments à retenir. C'est que, d'une part, un rôle important joué par la société civile et par la centrale syndicale, évidemment, qui s'est investie à défendre le pays au-delà des intérêts corporatistes, mais qui n'arrive pas à empêcher, dans des situations de transition, les intérêts corporatistes tiennent de l'eau du pavé, évidemment, parce qu'il y a une cherté de la vie, l'État s'est affaibli, il y a tout un système d'économie parallèle, et évidemment, le propre de toute économie parallèle, c'est qu'il y a toute la fiscalité qui en découle, l'État n'arrive plus c'est-à-dire à tirer profit de cette économie. Et donc, il y a une cherté réelle de la vie. Et évidemment, les couches moyennes se trouvent lésées et l'UGTT constitue le rempart pour réclamer, pour demander des augmentations salariales. Donc, nous sommes à la fois dans une situation difficile, et c'est normal que ces couches moyennes, parce que dans des pays prônant la démocratie, c'est les couches moyennes qui défendent le projet démocratique. Évidemment, avec tous mes respects, je suis issu des classes populaires, mais des fois, les classes populaires peuvent soutenir des régimes qui leur donnent à manger au jour le jour. Donc, beaucoup de régimes autoritaires, des régimes de dictature peuvent durer des décennies. On se pose la question pourquoi? Tout simplement parce que ces régimes-là arrivent à donner au compte-gouttes à manger au jour le jour, et ils peuvent se stabiliser. Donc, la chance de la Tunisie c'est le développement de la classe moyenne, et la chance aussi à venir pour maintenir la démocratie. Il faut que les couches moyennes sentent qu'elles ne soient pas laminées ou bien elles ne reviennent pas à des situations plus difficiles. Donc il y a un problème des fois qu'il faut régler, c'est-à-dire les gens qui travaillent, donc ils veulent à ce que leur niveau de vie se maintienne ou s'améliore. Mais l'autre grand problème, c'est le chômage. Le chômage, j'ai avancé les chiffres, donc ce sont un fléau, un problème. Donc il faut régler ce problème. Il y a 3 jours, il y a une conférence nationale sur l'emploi. Donc on espère, donc elle a retenu l'ensemble de la classe politique. J'espère que les résultats en donnent des éléments, mais évidemment, lorsqu'il y a le terrorisme, l'investissement, surtout privé, tarde à apparaître, évidemment. Il ne faut pas demander à des gens d'aller investir à Kasserine ou bien à Seliana ou bien à Gafsa, alors que la situation au niveau sécuritaire n'est pas... donc, quelle est la solution? C'est que dans des phases de transition données, c'est que l'État joue un rôle moteur. Nous l'avons vu même dans des pays aussi développés que les États-Unis, le New Deal, la nouvelle donne des années 30, c'est l'État qui avait investi dans les infrastructures, dans les barrages, dans les autoroutes, donc plein de projets, en attendant qu'il y ait une reprise. Et là, pour le faire, évidemment, mon dernier point c'est la responsabilité de l'environnement. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'environnement immédiat régional, mais aussi l'Europe fait partie de l'environnement régional de la Tunisie. Nous sommes à 1 heure ou à 2 heures de vol, donc tout ce qui pourrait toucher ou bien l'expérience tunisienne pourrait avoir des répercussions. Il y a une responsabilité de la France, de l'Union européenne. Ce sont les principaux clients ou bien partenaires de la Tunisie. Il y a une responsabilité et on parlait des années 70, c'est les années de révolution en Grèce, au Portugal, en Espagne. Et tout le monde sait si ces démocraties ont pu tenir, même s'ils sont en crise aujourd'hui, s'ils ont pu tenir tout ce moment-là grâce à un concours
et un partenariat qui a été établi avec ces pays-là. Donc la Tunisie, c'est-à-dire cette expérience démocratique, c'est-à-dire avec les pays avec lesquels la Tunisie partage les mêmes valeurs. Donc il y a une demande, ce n'est pas de l'aumône, mais c'est une demande de responsabilité de ces pays-là à aider cette expérience-là. Donc ce n'est pas seulement en disant faites la démocratie et on va voir. Donc il y a eu la démocratie, mais par la suite, il faut maintenant l'aider. Et toute démocratie, elle a besoin évidemment de volonté. C'est une responsabilité nationale par un ensemble de mécanismes qui sont mis en place au sein du pays, mais aussi il y a une responsabilité internationale de solidarité et de partage des valeurs. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que se présente la donne aujourd'hui en Tunisie. Donc là, il s'avère que la transition est encore plus longue, mais nous sommes qu'à 5. Le 14 janvier dernier, c'était la 5e année, le 5e anniversaire de la Révolution. Nous sommes toujours au début du chemin. Il n'y a pas lieu, à mon sens, tant que la Tunisie est en train de résister. Évidemment, les résultats peut-être ne sont pas aussi... c'est-à-dire... les gens attendent plus, aussi bien en Tunisie, peut-être aussi à l'étranger, mais lorsqu'on est à l'étranger, on voit bien que la situation n'est pas meilleure dans toute la région et même en Europe, parce que le danger qu'on pensait du terrorisme, on pensait être un phénomène du Moyen-Orient ou bien de ces pays incapables de s'adapter avec la démocratie. Le problème du terrorisme est bien là aussi dans toute l'Europe. Et évidemment, c'est une situation à suivre, mais le meilleur suivi de ce qui se passe en Tunisie, c'est par plus de solidarité, plus de soutien et un soutien concret. Je pense que le rôle des gens qui s'intéressent à la Tunisie, des intellectuels qui ont la possibilité d'écrire, de contacter ou bien de se mettre en contact avec les décideurs en France, en Europe, c'est dire que la Tunisie, on ne peut pas se permettre, c'est une responsabilité morale, c'est une responsabilité de solidarité nécessaire pour que ce processus qui est en cours, donc je dirais, si on le qualifie, nous avons été en crèche, maintenant nous sommes à l'école maternelle, donc il faut que ce processus, avant tout, est une responsabilité tunisienne, mais aussi il doit beaucoup aux amis de la Tunisie que vous êtes. Donc, merci. Donc, une situation en Tunisie qui n'est pas facile, et c'est vrai que quand on y va, on est surtout assailli par toutes les difficultés que les gens ont sur le plan économique, mais en même temps, une réussite politique qui n'était pas du tout prévisible. Hein. Il y a eu un moment où les islamistes salafistes avaient une telle emprise sur le pays qu'on pouvait craindre le pire en matière constitutionnelle, en matière législative. Or, finalement, la société, via l'université, via les mouvements de femmes, via les associations, la centrale syndicale, les associations patronales, finalement, tout cela a bien résisté au rouleau compresseur islamiste. Mais la situation d'aujourd'hui est difficile et bon, maintenant, ce que nous allons peut-être faire, c'est demander à Hamid Kasdagli des précisions sur les différents points qu'il a abordés, tels que la difficulté de l'université à former des jeunes dont les diplômes débouchent sur une activité économique susceptible de leur fournir de quoi vivre et de quoi développer le pays, de quoi développer de nouvelles activités. Qu'est-ce que l'université fait dans ce domaine, en particulier de la professionnalisation des formations, hein. Quel est aussi l'état du mouvement pour une société civile? Comment est-ce qu'il continue aujourd'hui à se développer, à agir? La situation économique, parce que je crois que c'est important de préciser la différence entre les classes populaires, ce qu'elles attendent,
hein, et aussi les régions les plus délaissées de ce pays, qui l'ont toujours été. Hein. Et je poserai un petit peu la question, est-ce que c'est la révolution du 14 juillet, du 14 janvier ou du 19 décembre? Oui. Pour ma part, peut-être parce que j'ai vécu à l'intérieur, j'aimerais bien parler de la révolution du 19 décembre. Ou 17 décembre, 17 décembre. Voilà. Bon, voyez, il y a toutes ces questions et toutes celles que vous voudrez poser, donc à vous. Est-ce qu'il y a eu une concrétisation On a besoin, S'il vous plaît, est-ce qu'il y a eu une concrétisation des promesses faites par la France et l'Allemagne de soutien financier? Parce que pour l'instant, on n'a entendu que des promesses verbales. Oui, moi, c'était dans le sens que vous avez proposé, c'est-à-dire que Habib Ghazali a parlé de l'importance du soutien des couches moyennes, et parce que c'est elles avant tout qui soutiennent la démocratie, mais qu'en est-il en effet des régions? Et on sait que, vous avez parlé de Ben Gardan, mais juste avant, et autre chose, il y a eu tout ce nouveau soulèvement de Kasserine. Voilà, ça c'était la première question. Et l'autre, c'est en ce qui concerne la solidarité ou la coopération européenne par rapport, qu'en est-il vraiment par rapport à la question de la lutte contre le terrorisme? Voilà. Alors, on pourrait prendre les deux premières questions qui ont été... Enfin, il y a là la question de l'appui de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne, et puis l'autre question qui est celle de la distinction entre classe moyenne soutenant la démocratie et classe populaire. Qu'est-ce qui se passe? Puis on prendra votre question peut-être après. Évidemment, je vais répondre aussi à tes questions. Pour les dates, on connaît que tous ces mouvements, par la suite, il y a le phénomène de commémoration. Par où commencer, par quoi se référer. Et c'est pas, même en Tunisie, pendant longtemps, la date du 20 mars, Bourguiba la faisait passer en second plan, parce que ce n'était pas lui qui avait signé le 20 mars. Donc, il y avait Settar Ben Ammar qui avait... Donc, et il voulait plutôt fêter son retour, le 1er juin 1955. Donc, il y a toujours eu des problèmes de datation. Non, mais en Tunisie, non, si. Par exemple, dans la région de Sidi Bouzid, donc ils considèrent que la révolution, c'est le 17 décembre. Donc, évidemment, en Tunisie, il y a toujours le sens du compromis. Souvent, on dit la révolution du 17 décembre, 14 janvier. Donc, comme ça, on a un seul mot. Parce que là où on avait mis la place du 14 janvier, ça a été, c'est-à-dire, on a badigeonné donc les plaques. Donc, ou bien lorsqu'on avait mis l'avenue Bouazizi, ça a été aussi enlevé. Donc il y a évidemment dans une situation comme celle de la Tunisie, comme aujourd'hui, le retour de la statue de Bourguiba aussi, parce que aussi ça soulève un débat et c'est toujours il n'y a pas d'unanimité. Ce fut une certaine unanimité faite un peu, disons, d'une manière dirigée ou directive. Aujourd'hui, il y a la liberté et la liberté provoque qu'il y ait, c'est normal, qu'il y ait un débat sur n'importe quel sujet. C'est une unité à reconstruire, et vous avez raison d'évoquer et comment la réponse se fait à cela. Pour ce qui est de l'université, il faut dire que comment aborder tout le monde, il y a une conscience, tout le monde est convaincu qu'il faut le système était déjà en crise en 2010. Donc, que dire en 2016? Parce que la moyenne, si je vous dis combien l'université fournit
chaque année de nouveaux diplômés, entre 60 et 70 000. Donc déjà, le problème était là en 2010, 2016, c'est-à-dire donc depuis 5 ans, on a fourni le grand problème, c'est cette équation entre la formation et l'emploi. Est-ce que l'université va continuer ou doit continuer donc, à former sans se rendre compte? Est-ce que ces gens-là, ils ont, parce que la première université peut-être tunisienne, elle a beaucoup plus axé sur la formation des cadres sans penser à la recherche. Ensuite, elle s'est autonomisée, mais sans penser aux besoins de réels des possibilités de l'économie. Évidemment, ce problème, on est conscient, je veux dire que la conscience, on est là, mais en même temps, pour trouver des solutions dans une économie qui en état stationnaire, en état de difficulté, tout le problème est là. Donc, de voir que l'université connaisse les réalités réelles ou bien les vrais besoins de l'économie pour, évidemment, par exemple, une des questions importantes, c'est que la transformation, qui doit se faire au niveau de secondaire et de cesser des pays importants comme l'Allemagne ou la France, il y a le baccalauréat professionnel. C'est qu'il faut qu'il y ait s'orienter réellement. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les bacs sont tous se disent presque théoriques ou donnent lieu à des formations à l'université, alors qu'il faut cesser, mais d'une manière courageuse, de le dire, qu'il y a une bonne partie qui peuvent, c'est une fierté tunisienne d'accéder à l'université, mais en même temps réfléchir que l'université peut avoir, l'accès à l'université peut ouvrir plusieurs portes que celle de la formation ancienne, théorique. Donc il y a plein de chantiers et évidemment, je dirais pourquoi, qu'est-ce qui manque pour s'engager? Tout simplement lorsqu'il n'y a pas une volonté politique, ou une union politique, parce que ce qui caractérise aujourd'hui la situation, c'est que on est en train de parler au plus urgent, et le plus urgent, c'est la sécurité. Donc, si on voit les sondages en Tunisie, donc la chose qui inquiète, qui retient autour de 80% des Tunisiens, donc c'est le premier sujet, le premier souci, c'est la sécurité. Ensuite, l'emploi. Donc, c'est le gouvernement qui n'est pas formé d'un seul parti, avec des partis qui coexistent entre eux sans être alliés l'un à l'autre, même si des fois on veut liquider le problème pour dire qu'il y a une alliance entre Nida Tunis et Nahda. Personnellement, je ne crois pas. Donc c'est une coexistence. Chacun a besoin de l'autre pour coexister, mais pas les projets restent diamétralement opposés. Mais c'est une situation tunisienne qu'il faut défendre, à mon sens, parce qu'elle a évité et elle évitera la guerre civile. Parce que le plus grand danger, c'est la guerre civile. Et donc, une situation de coexistence, en tout cas, elle est bien meilleure à ce que vit aujourd'hui la Libye ou vit la Syrie, etc. Donc, je pense que maintenir cette structure, cette cohésion minimale est un objectif important à faire. Mais évidemment, il a ses effets collatéraux au niveau de l'engagement dans tel ou tel dossier, il n'est pas aussi important qu'on l'imagine, parce que aussi parmi les difficultés, c'est que le gouvernement islamiste a bien mis beaucoup de personnes dans l'administration, des gens qui ne sont pas qualifiés, ils sont encore importants. Il est encore difficile de pouvoir les déloger, parce que déloger, ce n'est pas pour qu'ils deviennent de nouveaux chômeurs, mais à ce que les vrais postes au niveau de l'administration soient accordés en fonction des qualifications des gens. Donc ça, c'est un problème à résoudre. La société civile, évidemment, c'est la chance de la Tunisie. Si la Tunisie a pu c'est-à-dire être dans ce qu'elle est, c'est plus, elle est tributaire de plus de la société civile que des partis politiques, parce que
les partis politiques. Évidemment, le parti qui a gagné les élections en 2011, ce n'est pas le parti porteur du projet de modernité et démocratie, même s'il est là, c'est un parti, il est là. La Tunisie a eu la chance d'être défendue. Et peut-être son succès s'explique aussi par la division, l'émiettement des forces. Et ce qui a la chance qui a été, c'était la société civile qui s'est relevée. Donc ça va du simple mouvement citoyen jusqu'à l'UJTT. Et on a bien vu qu'au fur et à mesure que les difficultés augmentaient, le fait que ce sont l'UTK et l'UJTT qui ont posé le dialogue national, c'est dire que l'importance et la chance de la Tunisie d'avoir cette société civile. L'UJTT, c'est une organisation c'est-à-dire professionnelle, une organisation syndicale. Elle a joué ou elle a dépassé son rôle professionnel, syndical, pour jouer un rôle national. Et c'est évidemment, c'était cette chance de la Tunisie qui lui a été reconnue au niveau international par le prix Nobel de la paix. Donc c'est évidemment, est-ce qu'elle est avec la même puissance, même engagement, oui et non, parce que à la fois, au moment où, pendant une année, l'UJTT s'est occupé du dialogue national, et certains commencent à critiquer, donc c'est pas votre rôle, c'est un rôle politique que vous êtes en train de jouer, évidemment. Et pendant ce temps-là, on essaie de développer des mouvements en marge ou bien pour faire pression ou des débordements pour que le JTT, c'est-à-dire revienne à son rôle. Lorsqu'elle revient à son rôle, on lui dit « vous êtes plus corporatiste qu'il n'en faut ». Donc, ce n'est pas une situation facile. Et comme tous les mouvements de la société civile peuvent connaître des mouvements de fléchissement. Donc, aujourd'hui, après 5 ans de mobilisation, les gens peuvent... donc, il faut relancer. Il y a des mouvements qui se font, par exemple, autour de la question de la mise en pratique des lois, de systèmes de lois, pour que les lois soient conformes à la Constitution. Mais beaucoup d'idées, beaucoup de mouvements, mais ils n'ont pas l'ampleur que peut-être parce que les gens ne sentent plus le danger de ce niveau-là de la même manière, ou bien parce que la question de la sécurité prime, mais en tout cas, la société civile, elle est là, mais en même temps, c'est-à-dire peut-être que dans des périodes intermédiaires entre des élections, c'est-à-dire les gens cherchent à se positionner parce qu'il y avait en gros, le mouvement jusqu'à 2014, c'était de faire échapper la Tunisie à un second mandat sous l'islam politique. Et en gros, c'est-à-dire cet objectif, même si les résultats pour certains apparaissent mitigés, mais il a été réalisé. Aujourd'hui, il y a une recomposition au niveau de la société civile et de la société politique. La division qui s'est faite au sein de Nida Tunis en est une belle illustration. Donc, puisque ils étaient tous unis en gros, c'est-à-dire pour sauver la Tunisie d'un régime de l'islam religieux. Aujourd'hui, lorsque cette tâche a été réussie, il faut, c'est-à-dire, comment on va envisager la nouvelle période. Donc, beaucoup de débats, et je les situe dans cette tentative ou cette volonté de restructuration des forces politiques et sociales. Pour ce qui est des promesses, des soutiens, évidemment, comme vous le dites, beaucoup de promesses, mais ce n'est pas facile, je pense aussi. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas totalement de soutien. Avant-hier, il y avait la Ban Ki-moon et le président de la Banque mondiale. Évidemment, parce que les bailleurs de fonds, donc, ils ont aussi leurs conditions. Donc, les conditions, c'est-à-dire que l'économie soit de plus en plus ouverte.
Donc il y a certaines conditions. Donc c'est parce que ce n'est pas l'argent qui manque, il y a beaucoup d'argent. Donc, mais le problème, c'est que les donneurs d'argent, ceux qui veulent conditionner Excuse-moi, ils le conditionnent à quoi? Est-ce qu'on c'est l'ouverture, c'est le plus d'ouverture. Oui, l'ouverture, c'est-à-dire le libéralisme appliqué à un pays en pleine recomposition. C'est fou. Oui, ce sont les conditions, plus d'ouverture, moins de... On appelle l'ouverture, c'est une façon de dire une économie sous emprise européenne. Oui, du capitalisme donc, international, oui. Oui, bon, donc c'est évidemment, il y a des négociations aujourd'hui, et il faut suivre les termes des négociations et évidemment, est-ce que dans toute négociation, chacun doit se faire prévaloir? Évidemment, peut-être qu'on veut les difficultés par lesquelles passe la Tunisie, est-ce que ça va être un élément de chantage dans cette affaire-là? Parce que si on compare, vous avez entièrement raison, les promesses n'ont pas été tenues jusqu'à maintenant, mais je pense aussi la gravité par laquelle est passée la Tunisie, surtout, peut-être on n'a pas encore conscience de ce qui s'est passé le 7 mars, peut-être ça va réveiller certaines personnes, enfin certains États surtout, à diminuer leur égoïsme et de favoriser à ce que cette expérience démocratique puisse, parce que cette démocratie ne pourra pas tenir si elle n'arrive pas à répondre à des besoins sociaux et des besoins économiques. Pour ce qui est des régions, je pense que, très franchement, c'est un schéma à revoir, parce que vous savez qu'autour de la faculté de la Manouba, il y a une cité qui s'appelle Cité Tadamen, où il y a 300 000 habitants. 300 000 habitants. Donc, en fait, le problème se pose partout. Donc, c'est-à-dire, je pense que c'est un truc beaucoup plus de propagande de dire que les régions déshéritées, les régions marginalisées, les régions... Évidemment, tout ça, c'est une situation qui date depuis deux siècles. Donc, il y a toute une opposition entre ville et campagne, etc. Mais aussi, il y a un phénomène qui a été renforcé durant la période coloniale, durant la période des deux régimes de Bourguiba et de Ben Ali, ça a été renforcé. Donc, c'est une situation aussi qui s'exprime aussi à travers l'exode rural. Aujourd'hui, le Grand Tunis fait à peu près 3 millions d'habitants et avec un développement qui s'est fait ou bien une croissance qui s'est faite d'une manière anarchique autour des grandes villes, mais le problème se pose dans toutes les régions de Tunisie. Évidemment, ça demande un pouvoir central, mais ça demande aussi des régions où il y a un effort. Et entre autres, parmi les tâches à faire, c'est que vous savez qu'en Tunisie, depuis maintenant presque 7 ans, c'est-à-dire aucune gestion, aucune gouvernance locale, même au niveau, je parle avant tout au niveau municipal. Donc il y a un effort à faire et il y a aussi beaucoup de projets qu'on n'arrive pas, d'après les chiffres, c'est-à-dire on arrive à peine dans des projets, même si beaucoup de projets souffrent ou bien beaucoup de réalisations souffrent d'investissements, mais les investissements alloués ne sont réalisés qu'à 40%. Pourquoi? Parce que aussi, dans un régime démocratique, c'est-à-dire pour faire passer une autoroute, chacun demande à ce qu'il y ait au niveau de l'expropriation, plus d'argent, beaucoup d'affaires sont portées devant les tribunaux. Donc j'ai vu pour l'autoroute qui doit relier Kasserine à Tunis, parce que aussi pour les investisseurs, si vous voulez que les investisseurs ne choisissent pas la zone de Rades, la plus proche des ports, ou bien la zone de Sousse, il faut qu'ils soient reliés
à ces régions-là d'une manière très rapide. Mais jusqu'à maintenant, ces projets, ils sont là sur le terrain, mais au niveau de l'avancement, il y a beaucoup de difficultés. Donc, il y a plein de chantiers, mais qui nécessitent un minimum de stabilité, de sécurité pour que ces projets puissent continuer. Monsieur voulait poser une question tout à l'heure. Attendez, Oui, ma question était dans le prolongement de ce qui s'est dit précédemment sur les questions d'emploi et de formation. Alors, j'ai travaillé plusieurs fois dans les 50 dernières années avec des entreprises tunisiennes. C'est fini maintenant, puis je suis retraité. Mais quand je vais en Tunisie, je regarde de très près des offres et des demandes d'emploi. Et j'ai vraiment l'impression qu'au moins dans la région de Tunis et de la côte, les gens qui ont des diplômes techniques, mettons télécom, mettons informatique, n'ont pas trop de problèmes. Et donc, la formation technique en Tunisie, je ne la connais pas très bien, je la connais bien au Maroc, où il y a une partie publique et une partie privée qui se développe assez vite. Est-ce que la formation technique ça ne veut pas dire non qualifié, hein, il y a beaucoup de niveaux dans le technique, des niveaux courants qui sont très demandés et des niveaux d'ingénieurs, il y a tous les niveaux. Et comment se passe-t-elle? Est-ce qu'elle va en poupe du fait de la nécessité? Est-ce qu'un secteur privé de formation technique au sens large se développe? Et puis, ce qui est lié à ça, dans quelle mesure cela attire ou n'attire pas des investisseurs étrangers? Et là, toujours mon expérience du Maroc, soit des Européens ou des Tunisiens, disons normaux, soit des gens qui ont de l'argent mais moins de technique venant de l'Est, comme c'est fréquent au Maroc. À ce moment-là, soit ils confient la gestion à des Tunisiens et tout va bien, soit ils demandent autre chose, et là, c'est vous qui savez. Je vous remercie d'avoir posé dès le début la... Gérard Fay, je suis universitaire aussi. Je vous remercie d'avoir posé cette question des diplômés chômeurs. Elle se pose aussi au Maroc, où j'ai beaucoup travaillé. Ça fait 20 ou 25 ans au Maroc, il y a des manifestations presque toutes les semaines devant le Parlement avec des suicides de diplômés chômeurs qui s'arrosent d'essence, etc. Problème majeur que j'ai tendance quand même à relier à tout ce qu'on peut appeler les modèles de développement, chose que je trouve absolument... enfin, c'est de l'ordre de l'oxymore, quoi, parce que bon, il n'y a pas de modèle de développement aujourd'hui qui tienne la route. Hein. Et vous évoquez la région de Kasserine, par exemple. J'ai lu un papier il n'y a pas tellement longtemps sur la région de Kasserine. C'est effectivement un des pôles, je crois, d'un mécontentement absolument abyssal de la population qui n'a rien vu venir depuis les 5 années de. Bon. Puis j'ai lu dans ce papier aussi que la voie ferrée qui relie je sais pas, la capitale à Kasserine, elle est quasiment désaffectée. Alors je m'étonne que vous parliez d'une autoroute, parce que pour moi, l'autoroute, c'est pas forcément le remède. Le remède, il faut quand même le chercher dans tout à fait autre chose, qui est de l'ordre de la promotion des régions de la Tunisie intérieure, qui sont quand même sinistrées par rapport à la Tunisie littorale. Une troisième question. Donc la formation professionnelle, la formation qualifiante, technique. Oui. Bonjour, merci déjà pour votre intervention. Moi j'ai 2 questions. Alors la première sur la question du soutien, notamment financier, économique, que les États, notamment européens et notamment français, apporteraient à la Tunisie. Je me demandais au niveau national quel pourrait être le programme, les politiques économiques que vous compteriez mettre en place, parce que évidemment ça peut pas, comment dire, il faut forcément des réformes et des mesures sur le plan national. Vous pouvez pas dépendre. Enfin, j'imagine qu'un programme viable ne peut pas dépendre uniquement de l'aide internationale, notamment avec les problèmes que vous avez soulevés, les éventuelles contradictions que. Eh bien, le fait de répondre aux attentes socio-économiques de la population eh bien, pourrait avoir avec le fait de répondre aux attentes des négociations avec, par exemple, la Banque mondiale, etc., et le programme forcément de libéralisation que ça implique. Voilà. Et sinon, deuxième question sur le rôle des islamistes dans la révolution.
Donc, par rapport à l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas participé et éventuellement tenterait de se l'accaparer, je voulais revenir sur l'expérience du 18 octobre, du collectif du 18 octobre. On pourrait dire, par exemple, que ce collectif a participé à ouvrir la voie de la révolution de 2011. Et dans ce collectif-là, il y a eu une alliance entre différentes tendances politiques, où notamment les islamistes ont participé. Donc, est-ce qu'il n'est pas trop rapide de dire que les islamistes n'ont pas participé à la révolution? En outre, j'ai une remarque sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez. Il y avait un colloque il y a 2 jours à Sciences Po sur justement le collectif du 18 octobre. Et il y a un intervenant, donc un militant du Parti communiste, a fait une remarque qui m'a interpellée sur le terme de démocratie. Donc, comment les revendications de liberté ont évolué depuis l'indépendance, etc. Au départ, le terme démocratie n'était pas nécessairement revendiqué, notamment par le Parti communiste. Par exemple, cette personne-là disait bien qu'au départ, lui parlait plutôt de dictature de prolétariat, tout en mettant sous ce vocable-là des revendications de liberté, notamment d'expression, etc. Voilà, donc peut-être qu'on peut avoir des revendications libertaire sans pour autant parler de démocratie. Comment est-ce que ce vocabulaire s'agence avec la révolution, etc. Merci. Donc là, nous avons des questions d'ordre économique et sur le... il y a aussi la formation, il y avait la formation professionnelle. Hein, voilà. D'accord. Évidemment, on se rappelle toujours les dernières questions. Donc mais je reviendrai aux autres. Maintenant, évidemment, je ne sais pas ce que vous entendez par le Parti communiste, parce que je ne sais pas, est-ce que c'est le Parti communiste historique ou bien le parti aujourd'hui qui est devenu Parti des travailleurs, qui est le Parti communiste ouvrier. Je ne sais pas qui a été un élément de l'alliance du 18 octobre. Et maintenant, pour le point... l'islamiste, c'est Monique qui avait été affirmative pour dire non pas participer. Je dirais, en réalité, aucun parti, il faut dire, qu'il soit islamiste ou pas islamiste, n'avait comme programme de déclencher une insurrection le 17 décembre. Parce que le 17 décembre, c'est tout simplement un jeune désemparé, désœuvré, Mohamed Bouazizi, qui a mis le feu dans son corps. Donc c'est ça le 17 décembre. Ce n'est pas l'attaque du palais d'hiver ou bien l'attaque il n'y a pas ou bien la prise de la Bastille ou bien c'est pas. Donc c'est pas parce que pour qu'on soit clair, que ça veut dire le 17 décembre 2010. Donc 2010, c'est un vendeur comment on appelle, marchand de 4 saisons qui donc il a eu une altercation avec une femme, donc ça a donné cet événement. Donc ce qu'on appelle un fait divers il y a eu la même année à Monastir, mais ça n'a donné les mêmes faits, peut-être d'une manière plus grave, contre un marchand de 4 saisons à Monastir. Donc, qui a évidemment, ça s'est passé en 2010. 18 octobre, c'est 2005. 2005, donc il y a eu une tentative, il y a une idée d'un certain nombre de forces politiques qui rien ne les liait et qui tout d'un coup se sont dit qu'il faut abattre Ben Ali. Mais je ne vois pas, à part le fait que ça donnait lieu à un rapprochement, mais au niveau de la participation à la chute de régime, rien. Donc il ne faut pas, peut-être eux se disent aujourd'hui, surtout les islamistes parlent de cela pour dire que c'est possible de nous lier même aux communistes. C'est plus les islamistes aujourd'hui qui revendiquent, qui parlent parce que le parti que vous citez, le parti des ouvriers, et aujourd'hui il rougit parce qu'il n'a pas envie parce qu'il apparaît aujourd'hui le plus virulent contre les islamistes. Donc chacun met dans une expérience ce qu'il a envie, mais évidemment, si vous voulez mon point de vue, parce que je n'ai pas
du tout soutenu ce 18 octobre. Pourquoi? Parce qu'il a, c'est-à-dire, il a sacrifié la modernité de la Tunisie. Donc, on a, au nom de vouloir abattre Ben Ali, on était prêt à sacrifier tout, y compris la modernité tunisienne. C'est le reproche qu'on pourrait faire au 18 octobre, évidemment, avec tout le respect qu'on doit à toute initiative de rapprochement entre les forces politiques. Donc, parce que si vous lisez ce qui a été dit, Nada avait besoin à l'époque d'être reconnu, de revenir sur la scène politique, et ceux qui voulaient la faire revenir sur la scène politique, il ne faut pas négliger aussi le contexte de l'époque. C'était le projet de le grand Moyen-Orient de Bush, et c'était donc une volonté d'un certain nombre de partis politiques qui voulaient être à la pointe de la lutte, mais en même temps en garantissant, parce que les Américains voulaient que les partis islamistes y soient dans cette démarche. Donc c'est une expérience qui a aujourd'hui 10 ans, qui mérite d'être encore réfléchie. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi le colloque qui a eu lieu à Sciences Po, ce que les gens ont dit, mais aujourd'hui, ceux qui se réclament plus du 18 octobre sont beaucoup plus les islamistes que les forces de gauche. Donc il faut, je ne sais pas ce qui a été dit ou bien les interventions. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, ce que se dit sur la participation des islamistes, aujourd'hui, il y a eu des élections. Donc, c'est plus des intentions. Les islamistes, c'est le deuxième parti en Tunisie. Et peut-être deuxième parti au niveau des chiffres, mais c'est le premier parti au niveau de la structuration. C'est le parti le plus structuré, le plus fort, mais sauf qu'il se trouve aujourd'hui interpellé concernant c'est-à-dire son projet, parce que s'il était admis avant, on pouvait parce qu'il n'était pas au pouvoir, mais aujourd'hui, les gens, il y a eu le nouveau en Tunisie, c'est que les gens l'ont expérimenté. Il a bien vu aussi, lui, que les Tunisiens, chacun a vu que ce projet-là ne pouvait pas marcher en Tunisie. Il y a eu un échec historique du projet islamiste en Tunisie. Donc, même eux, aujourd'hui, vous savez, après la division de Nida Tunis, ils sont devenus le premier parti. Ils sont aujourd'hui le premier parti, mais ils ne se pressent pas pour dire nous sommes le premier parti. On ne voudrait bien que le chef du gouvernement soit des nôtres. Parce qu'ils savent que ça va être encore une crise, de la même façon aussi qu'ils n'avaient pas présenté de candidat aux élections présidentielles, parce que aussi ils savaient que de suite, lorsque les Tunisiens vont être partagés entre un islamiste et un non-islamiste, ils vont soutenir le non-islamiste, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui. C'est ce qui s'est passé aussi même lorsque, vous savez qu'ils ont donné toutes les voix islamistes. Donc, par euphémisme, Béjiké Sepsi dit peut-être que Rachid Ghanouchi m'a donné sa voix, mais l'essentiel, le reste, ils ont. Donc, aujourd'hui, nous sommes plus à expérimenter une autre réalité, et faut-il ou pas coexister avec un parti, même islamiste qu'il soit, même se réclamant de l'islamisme politique, c'est-à-dire à ce que cette expérience-là puisse continuer en Tunisie. Aujourd'hui, nous sommes plus dans l'expérimentation, non pas dans une situation contre la dictature, mais c'est dans la mise en place d'un régime démocratique ou d'un système démocratique. Est-ce qu'il vaudrait mieux les associer ou bien les laisser dans la rue? Parce qu'il faut imaginer ce qui s'est passé à Kasserine ou ce qui se passe à Ben Gardan, et les islamistes sont dans la rue, c'est-à-dire comme force incontrôlable. Donc, ce sont les vraies questions d'aujourd'hui. Beaucoup plus, évidemment, tout ce qui a été fait, entre autres l'expérience du 18 octobre, tout ça à étudier, à méditer froidement, mais aussi c'est de répondre aux questions de l'heure. Aujourd'hui, est-ce que faut-il ou pas donner une chance à cette priorité tunisienne,
c'est de mettre en place ce nouveau régime démocratique, y compris en les associant, tous les gens qui se réclament de la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème, avant, on militait pour une constitution démocratique, mais aujourd'hui, il y a une constitution. Donc, est-ce qu'il faut ou pas associer ou mettre, c'est-à-dire prendre au mot tous les gens qui s'en réclament, à part les terroristes. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne se reconnaissent pas, ce sont les terroristes. Donc, ils veulent imposer un régime contre la Constitution. Donc, je pense que ce n'est pas facile, je sais, de répondre d'une manière aussi rapide, simple, mais il est important de répondre à cette question. Maintenant, pour ce qui est de l'emploi, de la formation, je n'ai pas détaillé tout à l'heure, mais j'en ai les chiffres. Tout d'abord, il y a, qu'on le veuille ou non, les investisseurs choisissent ou préfèrent le Maroc. Donc aujourd'hui, et même des Tunisiens sont en train d'investir au Maroc. Donc même des Tunisiens sont en train d'investir au Maroc parce qu'on considère que ce qui s'est passé, c'est dans la continuité et plus rassurant pour gagner de l'argent au Maroc. Maintenant, pour la formation, je peux vous donner des chiffres, ce ne sont pas les plus, c'est-à-dire qu'au niveau de l'emploi, ce qu'on pense, les sciences humaines sont classées 3e, c'est-à-dire les chômeurs les plus en nombre, ce sont ce qu'on appelle les sciences exactes. Oui, donc sont sur les 242 000, les licences en sciences exactes, mathématiques, physique, chimie compris, 73 000 chômeurs. Les techniciens supérieurs équivalents, parce qu'il y a tout un système qui a été fait, ce qu'on appelle le système des ISET, des instituts formant ils sont les 2e. Alors qu'en principe, on pensait, avec tous les investissements qui ont été faits, il y a 61 000 chômeurs. Et les licences, en sciences humaines, lettres et sciences humaines, c'est 38 000 chômeurs. Bon, évidemment, ça s'explique aussi parce que le nombre de bacheliers en lettres a diminué, depuis un certain nombre d'années. Donc, pour dire qu'en gestion et en économie au droit, c'est 35 000. Et y compris des pharmaciens et des médecins, donc les autres diplômes, incluant médecine, pharmacie et ingénierie, 33 800 chômeurs. Donc, pour dire que, c'est-à-dire contrairement aux affirmations, donc il faut, lorsqu'on va au détail, évidemment, est-ce que la Tunisie a plus besoin de techniciens, d'ingénieurs, etc. Ce sont des interrogations donc c'est au regard de ces chiffres-là pour voir, parce que aussi beaucoup d'investisseurs étrangers ne veulent pas d'ingénieurs. Donc, les ingénieurs, ils peuvent le faire venir avec eux, un investisseur, ou bien ils ont besoin c'est-à-dire de la petite formation en technologie. Donc, ne veulent pas avoir des gens trop formés. Donc, mais évidemment, c'est une question, je ne suis pas le mieux placé pour pouvoir y résoudre. Dernier point, concernant c'est-à-dire évidemment, chacun qui donne de l'argent, il va se poser la question dans le cadre de quel type d'économie. Est-ce que, en général, maintenant dans cette économie mondialisée, ça se passe sous la forme une bonne partie, ce sont des délocalisations. C'est des délocalisations, mais aussi, si vous avez une idée, aujourd'hui le SMIC en Tunisie, c'est 200 €. Donc, 200 €, 220 €. Donc, c'est pour vous dire, et avec ça, on préfère le Maroc, parce que le Maroc peut donner des conditions meilleures. Maintenant, ça, c'est au niveau des investissements privés directs qui sont en train de choisir le Maroc, évidemment, certainement parce qu'il y a plus de ce qu'on appelle l'environnement des affaires est meilleur qu'en Tunisie. Parmi les décisions ou les volontés qu'on essaie de faire, c'est
une loi, disons, de réconciliation qui a été proposée par le président de la République, c'est-à-dire de voir au cas par cas, surtout pour qu'une partie de l'argent qui est immobilisé par certains Tunisiens à l'étranger, qu'elle revienne à la circulation et qu'elle soit investie. De même, aujourd'hui, on imagine pas imagine, mais on estime qu'il y a 10 000 personnes au niveau de l'administration, c'est-à-dire si on leur applique c'est-à-dire la loi sur la mauvaise gestion, parce que peuvent être disons, accusés d'avoir servi ou bien laissé faire pendant un moment, donc au niveau de l'administration. Donc il y a aussi un effort à faire pour que l'administration, avant même les milieux d'affaires, soit mise, c'est-à-dire dans une situation de pouvoir revenir. Parce que ce qu'on disait que la Tunisie, une des conditions qui avait permis à ce que la Tunisie ne connaisse pas, je ne sais pas, on schématise en gros, qu'il n'y ait pas de panne d'électricité. Vous savez que l'Irak, depuis 20 ans, il y a encore des pannes d'électricité, chose, c'est-à-dire en Tunisie, ou bien des pannes au niveau de l'eau courante, etc. Donc il y a une administration qui mérite, c'est-à-dire qu'elle soit gratifiée ou bien qu'elle soit assurée, alors que l'administration commence à jouer un rôle de blocage aujourd'hui, donc parce qu'ils veulent qu'ils soient rassurés. Donc c'est le dernier point. Évidemment, on pense c'est-à-dire à remettre en cause ou bien à revoir le modèle de développement. Le modèle de développement, et je pense un tel modèle, parce qu'on a parlé de Kasserine, vous savez qu'un des projets, des choses qui ont fait la Tunisie des années 60, qu'il y avait, par le biais de l'État, qu'il y avait des investissements, mais des investissements dans des projets liés à l'économie locale. Vous savez que la cellulose de Kasserine, c'est presque l'unique projet qui a été mis en place depuis 40 ans, comme le sucre pour Béja ou bien pour le Foulez à Bézé-Bourguiba, etc. Donc il y avait des projets phares qui ont été faits grâce à l'État. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, mais l'État, comment va-t-il pouvoir le faire dans une économie mondialisée, libérale, qui essaye tout le temps à ce que l'État ne joue pas ou bien d'éliminer le rôle de l'État. Donc c'est un problème. La volonté, c'est-à-dire certains économistes pensent que c'est l'État qui doit, dans ces situations de crise, qui doit faire ce rôle-là, mais évidemment, lorsque le ministre des Relations économiques va tourner au niveau des pays, ce n'est pas ces projets-là qui vont être les plus favorisés à être financés. Donc c'est une équation à résoudre. Évidemment, je n'ai pas toutes les réponses, mais évidemment, je pense, le meilleur garant, c'est parce que le modèle a échoué, il faut dire, parce que si une révolution s'explique par des causes. Et une des causes, c'est qu'il y avait un modèle sur lequel on s'est basé qui a échoué, qui est arrivé à ses limites. Il faut que aussi les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, cessent de vouloir imposer, parce que vous savez, évidemment, il y a certaines choses, certaines demandes, par exemple, concernant la fonction publique, évidemment. Qu'est-ce que peut faire aujourd'hui l'État en dehors de promettre des petits emplois dans le cadre de la fonction publique? Évidemment, là, c'est le Banque mondiale qui intervient. Attention, cessez d'employer des gens dans le secteur public. Mais ça dépasse ces petites querelles parce que les gens vont demander au gouvernement. Et la chose qu'ils voient directement la plus réalisable, c'est que le gouvernement leur offre des emplois, même des fictifs. Mais c'est au-delà de ces petites querelles de tous les jours. Évidemment, la question se pose aujourd'hui, c'est la mise en cause ou la mise en place d'un nouveau modèle de développement. Alors, il est presque l'heure de terminer. Je vais pouvoir prendre 2 questions, c'est peut-être beaucoup. Et il va falloir que tu répondes très brièvement. D'accord. Oui, Enarda a annoncé
qu'il allait tenir un congrès au mois d'avril, où ils ont... 22 mai, donc ça a été décalé. En tout cas, ils ont annoncé qu'au cours de ce congrès, ils proposeraient la séparation de la prédication de la politique. Une sorte de, ce qu'on pourrait appeler nous ici en France, la séparation de l'Église et de l'État. En tout cas, une séparation du religieux du politique. Qu'est-ce que vous pensez de la réalité de ce projet ? Est-ce que c'est un simple vernis marketing ou au contraire vous croyez à une évolution historique des Narda? Monsieur qui levait le Je vais vous inviter à lire un article que j'ai publié qui s'appelle « Tunisie, islam politique, a-t-il encore un avenir ?» Donc j'essaie de répondre à votre question. Et on trouve sur Internet. Mais malgré tout, vous pouvez peut-être répondre là. Où est-ce qu'on trouve l'article? C'est dans Pensée. La revue Pensée, donc La revue Pensée. C'est La Pensée. La Pensée. Et donc il y a cet article, c'est paru dans le numéro 384, octobre-décembre 2015. L'ensemble sur l'islam, donc l'ensemble du numéro sur l'islam. Donc en 2 mots, si tu peux, mais c'est très difficile. Je pense qu'au niveau anthropologique, il n'y a pas un mouvement qui ne puisse pas connaître des mutations. Je ne dirais pas évolution ou pas, mais des mutations en fonction des pressions qui sont faites sur lui. Partant de l'expérience tunisienne, c'est un mouvement, c'est pas de lui-même que s'est faite cette progression ou bien cette mutation, c'est suite à une pression. Et la seule garantie n'est pas dans ce mouvement lui-même, mais c'est dans la pression qu'ils exercent sur lui. En Tunisie, ces forces sont là, ces forces qui peuvent exercer, ils ont fait leur preuve à condition qu'elles soient toujours vigilantes et présentes pour pouvoir défendre cette Tunisie. Donc évidemment, eux, évidemment, il y a tout un environnement, il y a des expériences de l'islam politique tel que fait en Égypte, etc. Donc ils doivent tenir compte jusqu'à quel point. Je ne sais pas, je ne suis pas futuriste. Par contre, la garantie réside à l'extérieur, c'est-à-dire dans la Tunisie, dans ses forces civiles et politiques. Monsieur, mais ça sera la toute dernière question, il faudra la poser brièvement et on répondra brièvement. Alors, je suis de Solidarité Laïque, nous avons pas mal de partenariats en Tunisie. Nous soutenons pas mal d'associations. En Tunisie, il y a beaucoup d'associations qui se sont créées après le 17 décembre, 11 janvier, et dans lequel beaucoup de jeunes sont mobilisés, énormément de jeunes. Et je me demandais en fait si ces métiers qui sont développés au sein des associations ne pouvaient pas être des filières aussi importantes en termes de métiers, comme on peut le voir au Maroc ou en France. En France, l'économie sociale et solidaire, par exemple, c'est 10% des emplois au total. Et donc, je voulais poser la question, en quoi l'université peut accompagner la professionnalisation de ce tissu associatif émergent qui est composé beaucoup de jeunes. Tu n'as pas de réponse? Il faut nous faire des propositions. Je ne sais pas exactement, parce que, évidemment, je suis en train de suivre ces expériences-là, mais comment ça peut se faire, etc. Quels sont les mécanismes pour déclencher à partir d'associations des emplois. Donc, c'est évidemment, je sais qu'il y a des expériences, mais il faut cette économie solidaire aussi pourrait être une solution à résoudre ce problème. Oui. Écoutez, merci beaucoup Habib Ghazali, merci à tous qui étaient là. Merci à vous. Voilà, je vous signale que pour tous ceux qui s'intéressent particulièrement à la Tunisie, vous avez 2 événements encore en avril ici à l'IREMO. Le 7 avril à 18h30, c'est Jérôme Heurtaud et Samy Gorbal, mais je ne sais plus très bien exactement sur quel sujet. En tout cas, c'est sur la Tunisie. Et le mercredi 13 avril, aussi à 18h30, un travail sur État et armée dans les pays arabes, où le cas de la Tunisie sera évoqué. Donc, je signale ce numéro d'Historia hors série. Voilà.
Donc la Tunisie est présente ici, présente à nos cœurs, et je crois que l'exposé de Habib Kazagli nous montre que ce pays est vaillant dans la création d'une nouvelle Tunisie, difficile, mais ils y arriveront. Voilà. Merci.